C'est bon. Bon, bonjour. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Donc, pendant la présentation, si jamais c'est pas clair, vous pouvez m'interrompre sans aucun problème. Par contre, pour des questions un peu plus ouvertes, normalement, si je dépasse pas trop, on aura du temps à la fin. Donc, si jamais, notamment pour les non-biologistes, je vous parle du vivant et de sa diversité, et je vous demande d'avoir des images à propos du vivant et sa diversité. Enfin, pour les non-biologistes et pour le biologiste aussi, parce que moi c'est la même chose, c'est-à-dire que vous allez plutôt penser à ça. Vous allez plutôt penser à des beaux animaux comme ça, en général les mammifères, de préférence, et cette idée-là. Et en fait, le problème, c'est si jamais on y réfléchit un peu plus, donc si vous avez un petit peu de fibre biologique, vous allez penser à quoi? Vous allez penser aux arbres, aux champignons, au plancton, enfin, aux coraux, au plancton, et même peut-être aux bactéries. Et en fait, tout ça, c'est une vision de la biologie comme une arche de Noé. C'est-à-dire que vous voyez les organismes comme ça, séparés, un peu à la manière d'un zoo, à la manière vraiment de l'arche de Noé comme c'est formulé dans la Bible. Et en fait, le problème ici, c'est qu'on néglige totalement quelque chose qui est indispensable en biologie. Donc, par exemple, si on prend le roi de la jungle ici, ce qui est indispensable chez le roi de la jungle, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'on va appeler, enfin le roi de la jungle donc, il va manger, c'est ce qu'on appelle les interactions interspécifiques. Donc les interactions interspécifiques, la plus simple, donc c'est des interactions entre différentes espèces, et celles que vous connaissez toutes, c'est par exemple les relations proie-prédateur. Donc proie-prédateur, vous avez par exemple le jaguar, le guépard, qui va consommer la gazelle qui elle-même va consommer de l'herbe, comme ça, et là ça forme des chaînes alimentaires ou des réseaux trophiques. Ça c'est les relations trophiques, les relations proie-prédateur. Celles-là on les connaît très bien. Les autres relations interspécifiques que vous devez sûrement connaître, c'est les relations de compétition. Donc là, l'interaction entre deux espèces différentes qui est négative à la fois pour le jaguar et pour le lion. Donc voilà, normalement vous devez connaître, ou sinon il y a de très bonnes vidéos YouTube qui sont faites, le lion versus le jaguar, il faut voir ça une fois dans sa vie. Donc ça, c'est les interactions interspécifiques qu'on arrive très bien à expliquer dans le contexte de l'évolution darwinienne. Donc, la théorie de l'évolution formulée par Darwin, elle date de 1859, donc il y a plus de 150 ans. Et qu'est-ce qu'il disait Darwin? Il disait que les organismes vivants, les êtres vivants, sont en perpétuelle évolution. Et notamment grâce au phénomène de sélection naturelle. C'est-à-dire qu'au sein d'une espèce, c'est seuls les individus les plus adaptés à leur milieu qui vont se reproduire davantage que les autres et donc transmettre leurs variations à la descendance. Ça, c'est le principe de l'évolution selon Darwin. Et donc l'idée ici, c'est qu'il y a vraiment une lutte pour la vie et que toute la vie va se réaliser et l'évolution va se réaliser dans un contexte de compétition et que la compétition va être clé ici. Et en effet, c'est le cas. Donc là, par exemple, vous allez dans la savane, vous allez vous apercevoir que chez les gazelles, c'est les gazelles avec le plus long cou qui vont pouvoir le mieux atteindre les feuilles de l'arbre, le mieux survivre, le mieux se nourrir, le mieux survivre et le mieux se reproduire et donc transmettre cette variation à leur descendance. Donc ça, c'est vraiment la compétition au sein d'une espèce qui va régir leur évolution. Aussi, entre des espèces différentes, par exemple différentes espèces d'herbivores qui vont consommer la même ressource, à savoir l'herbe par terre. Là encore, c'est les espèces les mieux adaptées qui vont les mieux survivre. Et même dans les relations trophiques, proie-prédateur, c'est donc les individus de l'espèce qui ont un caractère le plus avantageux qui vont le mieux survivre. Donc, par exemple, c'est le guépard qui va courir le plus vite ou la gazelle qui va elle-même courir le plus vite. Donc, dans les cas comme ça d'interactions interspécifiques telles la compétition ou les relations trophiques proie-prédateur, on explique ça très bien, leur évolution, dans le cadre de l'évolution darwinienne. Par contre, en fait, si on réfléchit à d'autres interactions interspécifiques qu'on connaît, donc il y en a une que vous connaissez tous depuis votre plus tendre enfance, il s'agit de l'interaction entre le poisson clown et l'anémone de mer. Donc celle-là, on la connaît très bien, c'est une interaction bénéfique ou dite mutualiste, où on va avoir les deux espèces, donc le poisson clown et la démone de mer, qui vont interagir de manière bénéfique réciproquement. Donc l'interaction est bénéfique pour le poisson clown et elle est aussi bénéfique pour la démone de mer. Une autre interaction mutualiste que vous connaissez, c'est l'interaction de pollinisation, où l'abeille va venir se nourrir sur la fleur et en même temps, elle va polliniser la fleur. Donc là encore, on a une interaction mutualiste. Les autres interactions interspécifiques que vous connaissez, mais qui ne sont pas mutualistes cette fois, c'est des interactions parasitaires, où on va avoir un hôte et un parasite. L'hôte va subir l'interaction sera négative pour elle, mais le parasite, lui, va bénéficier de l'interaction. Donc c'est le cas de nombreuses maladies qui sont liées à un agent infectieux pathogène biologique, comme par exemple ici ce champignon qui va se développer sur ces tomates, ou dans même le cas humain, par exemple l'agent responsable de la malaria, le paludisme, présent ici au milieu de frottis sanguins humains, ou alors d'autres parasites, par exemple cette guêpe qui va pondre ses œufs au sein de la chenille, et les œufs de la guêpe vont se développer ensuite dans le corps de la chenille, ou encore par exemple la tique que vous connaissez si vous allez faire vos petites promenades le dimanche en forêt de Fontainebleau.
Et donc là, on a des interactions à la fois mutualistes et parasitaires, sauf que parmi elles, on va définir ici les symbioses. Les symbioses, c'est des interactions interspécifiques, donc entre deux espèces différentes, et on les définit comme durables et intimes. Durables et intimes, ça veut dire qu'elles agissent sur le long terme. Attention, ici, mutualisme, symbiose, on ne le définit pas en fonction de mutualisme ou parasitaire, c'est-à-dire qu'une symbiose peut être mutualiste, une symbiose peut être aussi parasitaire. Pourquoi on choisit cette définition-là? C'est une définition anglo-saxonne, ce n'est pas la définition française. Donc voilà, la définition française vous dira plutôt que symbiose, ça rime tout le temps avec mutualisme, tandis que les anglo-saxons, symbiose, c'est à la fois mutualiste et parasitaire. Donc au cours de l'exposé, on essaiera de voir pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix dans l'exposé. Donc voilà, pour le moment, qu'est-ce qu'on dit? Je vais vous parler pendant 1h20 de « On a toujours besoin d'un petit XOA ». Et le seul exemple que je vous ai donné, c'est le poisson clown et la démone de mer. Donc là, vous vous dites « Putain, pendant 1h20 à parler de ça, c'est un peu anecdotique quand même, ça sert un petit peu à rien. » Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Mais non, en fait, non. Enfin, si on est là, c'est pour quelque chose. Et c'est notamment le cas, en fait, ces relations symbiotiques, notamment les relations symbiotiques mutualistes, elles sont très importantes et elles sont partout. L'objectif de cet exposé, ça va être le démontrer. Et c'est notamment le cas chez les plantes. Chez les plantes, en fait, alors on vous a appris en 6e, c'est peut-être la plus grosse connerie que vous avez appris au collège, que toutes les plantes, elles puisent dans le sol leur eau et leur matière minérale. On vous a dit, ouais, les plantes, grâce à leurs racines, elles puisent l'eau à l'intérieur. Alors, oui, c'est vrai, partiellement. C'est grâce à leurs racines qu'elles vont puiser l'eau, mais ce n'est pas directement les racines qui vont aller récupérer l'eau dans les sols, mais pour la grande majorité, pour plus de 90% des espèces de plantes à la surface de la planète, en fait, elles récupèrent les matières minérales, donc l'eau et les sels minéraux, grâce à une association symbiotique mutualiste avec des champignons. Alors vous, ce que vous connaissez des champignons, c'est la partie que vous allez, quand vous allez le dimanche à la forêt de Fontainebleau, en plus de ramasser des tiques, vous ramassez des champignons ici, mais en fait les champignons que vous ramassez, c'est uniquement la partie de reproduction des champignons. C'est ce que vous mangez en fait dans les champignons, ou ce qui peut vous tuer aussi, c'est uniquement l'organe de reproduction des champignons. En fait, la partie, c'est uniquement la partie immergée de l'iceberg, et le reste de l'iceberg, en fait, c'est un réseau très dense, microscopique, de filaments au sein du sol. Et ce réseau très dense, microscopique au sein du sol, il est en association avec les racines de la plante, et c'est ce qu'on appelle les mycorhizes. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de cet échange, en fait? On sait que la plante, elle produit de la matière organique, des sucres, à partir de la matière minérale, le dioxyde de carbone, ceci grâce à la lumière. Donc elle produit des sucres. Qu'est-ce qu'elle donne au champignon? Elle lui donne des sucres, parce que le champignon lui-même ne peut pas produire des sucres. Et en échange, le champignon, qui a un réseau en général très dense, très grand, immense, lui, il peut très facilement piocher dans le sol des sels minéraux et de l'eau. Il va donner ces ressources-là à la plante, en échange des sucres que lui fournit la plante. Donc ça, c'est vraiment une symbiose indispensable, qui a été nécessaire notamment à l'apparition des végétaux à la surface de la Terre et qui concerne aujourd'hui la grande majorité des végétaux terrestres. Bon, les végétaux, c'est marrant, et nous dans tout ça. Alors, honnêtement, si je vous dis vous dans tout ça, peut-être pas maintenant, mais si vous êtes là, si vous êtes peut-être un petit peu intéressé par la biologie, mais enfin, moi le premier, il y a encore 5-10 ans, pour moi, l'être humain, il n'interagissait avec aucun être vivant directement. En fait, c'est faux. C'est faux, et c'est ce qu'on appelle la flore ou le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble de micro-organismes qui sont associés avec l'être humain. Donc on le retrouve un peu partout dans le corps humain. Mais juste avant, on va avoir une petite estimation du nombre de cellules qu'on a dans le corps. Dans le corps, on a 10 puissance 13 cellules. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est des dizaines de milliers de milliards de cellules. Et on s'est aperçu il y a quelques années, en fait, que en termes de bactéries, il y avait dans le corps humain, en moyenne, 10 fois plus de bactéries que de cellules. Donc ça veut dire qu'on a, nous, enfin toutes les personnes dans la salle, à part si vous êtes un petit peu malade et que vous avez pris un petit traitement antibiotique, vous avez des centaines de milliers de milliards de bactéries présentes dans votre corps. Alors c'est ce qu'on appelle le microbiote, c'est tous ces micro-organismes, donc c'est des bactéries, des virus, des champignons, d'autres micro-organismes unicellulaires, eucaryotes, qui constituent ces microbiotes, ces micro-organismes associés durablement avec l'homme et avec en fait tous les animaux, ou même les végétaux, tous les organismes multicellulaires. Et notamment, en fait, notre microbiote le plus dense, donc des microbiotes, on en a partout, on en a sur la peau, on en a dans la bouche, on en a un peu partout dans le corps, et le plus dense, en fait, c'est le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, il représente en moyenne 2 kg de votre corps. Donc voilà, vous avez 2 kg de bactéries vous-même dans votre corps. Donc réfléchissez-y la prochaine fois que vous montez sur la balance, 2 kg. Et en fait, ce microbiote intestinal, il est très divers, donc il est constitué de bactéries, virus, champignons. Donc
au sein de la population humaine, il y a à peu près 1000 espèces différentes de bactéries qui constituent ce microbiote intestinal. En moyenne, un individu a entre 150 et 200 espèces de bactéries différentes. Et si on compare le microbiote de 2 personnes dans la salle ici, on retrouvera uniquement 10 à 15 espèces communes entre ces 2 personnes. Donc c'est vraiment un microbiote qui est très variable, mais qui est présent chez tout le monde, donc chez tous les êtres humains, chez tous les animaux, etc. Donc finalement, notre sujet, il n'est pas si restreint que ça, ce n'est pas uniquement le poisson clown et l'anémone de mer, c'est la plupart des végétaux terrestres et la plupart des animaux, même tous les animaux terrestres dont l'homme, qui ont un microbiote intestinal et qui interagissent en permanence avec ces organismes-là. Sauf qu'en fait, ce n'est pas aussi évident à voir que le poisson clown et l'anémone de mer, c'est des relations microscopiques vraiment difficiles à voir et très variées avec en général des espèces qui interagissent vraiment très nombreuses. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Hop. Donc voilà, on m'a dit qu'il fallait une problématique pour mon sujet. Donc la problématique, c'est les symbioses seraient-elles un des principaux ciments des écosystèmes, des organismes végétaux et animaux, et même d'autres corps humains. Donc l'objectif de ces 1h15, ça va être de dire à la fin, oui, c'est le cas. Bon, voilà. Donc pour ça, on va présenter 2 parties. La première partie, c'est regarder l'écologie des symbioses, donc essayer de caractériser à un temps T, comment est-ce que ces interactions symbiotiques se caractérisent. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir l'évolution des symbioses. Donc, au cours du temps, comment est-ce que ces symbioses évoluent. Donc, là, vous l'avez peut-être vu venir, ce que je suis en train de faire depuis le début, c'est en train de faire un parallèle entre le poisson clown et l'anémone de mer et le microbiote humain. Je suis en train de vous dire que lorsqu'on étudie le poisson clown et l'anémone de mer, c'est à peu près la même chose que quand on étudie le microbiote humain. Donc s'il y a des chercheurs qui étudient le poisson clown et l'anémone de mer, c'est la même chose que ceux qui regardent le microbiote. Et que voilà, on ne devrait pas faire de distinction. Donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se fait chier à étudier des systèmes inutiles alors qu'on pourrait uniquement utiliser tout cet argent dédié à la recherche pour étudier, je sais pas, les fourmis au Kenya ou les poissons rouges, etc. Utiliser tout cet argent pour étudier les microbiotes. Alors peut-être que vous, non, vous ne vous posez pas cette question parce que vous avez un amour pour la recherche fondamentale, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Et donc, en fait, pour répondre à cette question, j'aimerais faire une comparaison. Par exemple, vous voulez apprendre le russe, vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous voulez comprendre le russe. Il y a 2 solutions pour ça. La première solution, ça va être de choisir un prof particulier, vraiment super sympathique, qui va vous permettre de vous apprendre le russe. Donc pour faire ça, vous allez avoir des cours de russe avec cette même personne, vraiment très simple, 2 espèces différentes, voilà. Les notions sont simples et vraiment décortiquées. Et à la fin, vous apprendrez le russe, avec des bases décortiquées simples. L'autre approche, c'était il y a 6 mois, là, vous étiez chaud, vous vouliez apprendre le russe. Qu'est-ce que vous faisiez il y a 6 mois? Vous achetez des billets pour aller voir la Coupe du Monde en Russie. Et vous vous mettiez directement, sans aucune base, directement au milieu du stade de supporters russes et vous essayez d'apprendre le russe. Donc essayez de comprendre les interactions au niveau, au niveau du stade, au niveau des Russes. Donc dans les 2 cas, vous allez apprendre le russe. Donc ici, vous allez avoir un russe très basique, mais très bien, avec des bonnes bases. Ici, vous allez avoir en russe vraiment les réalités de terrain. Donc vous allez apprendre le russe sur le tas, comme il faut, là, au milieu des supporters. Dans les 2 cas, en fait, il n'y a pas de bonne ou de moyenne façon d'apprendre le russe, même si c'est les 2 qui sont le mieux. C'est un compromis entre les 2 qui vous permet d'avoir les meilleures compréhensions du système global, c'est-à-dire le russe. Et en fait, ici, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez un système simple, comme l'anémone de mer et le poisson clown, en fait, vous allez avoir deux espèces qui vont interagir comme ça, et ça va être très simple de comprendre ce qui se passe et d'apprendre les bases. Par contre, lorsque vous étudiez le microbiote humain, en fait, c'est des milliers, des centaines d'espèces qui vont interagir les unes avec les autres, c'est une espèce de brouhaha incompréhensible. Donc si vous n'avez pas les bases pour comprendre, vous n'allez pas comprendre grand-chose et vous allez faire des conclusions qui, la plupart du temps, seront fausses. Donc en fait, ici, ce qu'on va faire dans cet exposé, c'est faire les 2, c'est étudier des organismes simples et essayer d'extrapoler ça avec des études plus complexes qui ont été faites, notamment sur le microbiote humain. Voilà. Donc, on va commencer avec l'écologie des symbioses et voir qu'est-ce qu'une interaction symbiotique. Donc, on l'a défini, une interaction symbiotique, c'est une interaction à long terme. Par contre, on n'a fait aucun priori sur est-ce que l'interaction était mutualiste ou parasitique. Et par exemple, ici, on a des interactions à court terme qui ne sont pas définies comme des symbioses. C'est notamment le cas de la pollinisation, où finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? L'abeille, elle va juste venir interagir très ponctuellement, elle va juste butiner une fleur pendant quelques secondes et hop, se casser. C'est exactement pareil pour la prédation, où la prédation, en fait, c'est un cas à court terme, même à extrême court terme d'interaction, du parasitisme, puisque la proie va juste arriver, hop, elle va se faire descendre par le jaguar, consommer. Et donc ici, on a vraiment une interaction à très court terme. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est les interactions entre espèces à long terme. Et on va voir qu'est-ce qui caractérise ces interactions à long terme.
Donc déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on va interagir avec d'autres espèces? Donc pourquoi est-ce que tout d'abord on a des interactions mutualistes? Une des raisons pour lesquelles on a des interactions mutualistes, c'est par exemple la protection. C'est-à-dire qu'une des espèces, en interaction, va gagner de la protection en interagissant avec l'autre. C'est le cas de l'anémone de mer et le poisson clown qui vont réciproquement en fait, se protéger contre leur environnement. C'est le cas, par exemple, le poisson clown il va défendre l'anémone de mer et l'anémone de mer elle va servir de refuge au poisson clown. Un autre argument et un autre avantage à développer une interaction mutualiste, ça va être pour la nutrition. C'est notamment le cas dans les mycorhizes où les plantes vont apporter des substances organiques en échange des substances minérales qui vont être fournies par le champignon. Donc ici, c'est la nutrition qui va donc justifier les deux partenaires à interagir ensemble. En fait, c'est aussi le cas, la nutrition, pour d'autres interactions. C'est notamment le cas, par exemple, vous voulez digérer la salade. Alors, vous savez sûrement, en fait, que si vous vous nourrissez uniquement de salade, vous n'êtes pas capable de vivre avec de la salade. Pourtant, je vais vous dire que la salade est majoritairement constituée de sucre. Pourtant, en fait, ces sucres-là, ils ne sont pas disponibles pour nous. On n'est pas capable de les digérer parce qu'ils sont sous forme de sucre complexe qu'on appelle fibres végétales ou cellulose. Et en fait, ces fibres-là, on n'est pas capable de les digérer. Donc, bien entendu, la salade, nous, on ne va pas s'en nourrir. Par contre, vous connaissez des animaux qui sont capables de se nourrir de salade. L'exemple type, c'est l'escargot. L'escargot, pourquoi est-ce qu'il se nourrit de salade? Parce qu'il a une enzyme, donc il a un gène qui code pour une enzyme qui permet de couper les molécules complexes en molécules simples, en sucre simple, qu'il est capable d'assimiler, de digérer et d'utiliser comme énergie. Donc l'escargot, aucun problème, il digère la salade, enfin les fibres végétaux présents dans la salade. Par contre, ce n'est pas le cas pour la plupart des vertébrés, la plupart des mammifères. On n'est pas capable, on n'a pas le bagage enzymatique, on n'a pas les gènes qui sont nécessaires pour digérer la salade. Ok, pourtant, là, vous êtes en train de vous dire, vous connaissez bien des mammifères qui sont capables de manger de la salade. C'est le cas du petit lapin et de la vache. Alors, comment est-ce que fait le lapin pour manger de la salade? En fait, pas besoin de gâcher le suspense. En fait, il arrive à digérer la salade grâce à son microbiote. C'est le microbiote intestinal du lapin qui lui permet de digérer la salade. En fait, le lapin, il a un système digestif à peu près similaire au nôtre. C'est-à-dire qu'il a les bactéries qui sont plutôt localisées à la fin de l'intestin, à la fin de l'appareil digestif, plutôt au niveau de l'intestin et notamment au niveau de l'intestin, du gros intestin. Sauf qu'en fait, c'est comme nous, c'est-à-dire que les bactéries, elles, présentes dans son microbiote, elles vont digérer, elles vont être capables de fermenter les fibres végétales, de les digérer, sauf que comme c'est trop tard dans le système digestif, le pauvre lapin, il ne va pas être capable de digérer, d'assimiler lui-même les sucres qu'il aura digérés, enfin que ces bactéries auront digérés. Donc la solution qu'a trouvé le lapin, c'est de digérer en 2 fois, en faire passer les aliments 2 fois, c'est-à-dire qu'il passe une première fois dans le système digestif, ils ressortent digérés, les fibres végétales ont été digérées par les bactéries au niveau des excréments, et voilà, notre cher lapin va consommer une deuxième fois ces excréments, et ça va lui permettre d'assimiler au niveau du deuxième passage ces nutriments. Donc ça, c'est la partie, voilà, c'est la façon comment digérer les fibres végétales, version lapin. Ensuite, on a Marguerite. Marguerite, elle a le système digestif différent. Marguerite, elle n'est pas capable, enfin, vous n'avez jamais vu Marguerite faire comme votre ami le lapin, c'est pas la même chose. En fait, Marguerite, elle a un rumen, comme tous les ruminants. Voilà. Donc voilà, par exemple, la vache, elle a un rumen. En fait, la rumen, c'est au niveau de l'estomac. C'est un système digestif particulier. C'est une énorme poche au niveau de l'estomac, très grosse chez la vache. Et en fait, à l'intérieur de cette poche, elle fait la culture de bactéries. Donc c'est-à-dire qu'elle mange de l'herbe. Vous avez déjà vu Marguerite manger de l'herbe, mais elle-même n'est pas capable de digérer l'herbe. Donc qu'est-ce qu'elle fait en fait, la vache? Elle a dans cette grande poche, dans ce rumen, énormément de bactéries qu'elle nourrit avec de l'herbe. Donc toutes ces bactéries, hop, consomme de l'herbe, et en fait, ce que fait Marguerite, elle fait que manger les bactéries qui ont elles-mêmes mangé de l'herbe. Donc en fait, une fois que hop, tout ça est digéré dans le rumen, ça va dans les parties suivantes de l'appareil digestif, et elle digère elle-même les bactéries qui ont fermenté, qui ont digéré les fibres végétales. Donc ici, on a un système en une seule digestion, mais qui passe par une première digestion par les bactéries. En fait, la vache, qu'est-ce qu'elle fait? La plupart du temps, elle ne regarde pas les trains passer. Quand elle mâche comme ça, là, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'arrange en fait pour que le système, que les bactéries digèrent, et ça prend un certain temps à digérer. Et c'est pendant ce temps en fait que la vache émet du méthane. En fait, les méthanes, c'est pas la vache directement qui le produit, c'est les bactéries au sein du rumen qui digèrent les fibres végétales, qui émettent des quantités astronomiques de méthane. Par exemple, en fait, on estime qu'en France, les vaches françaises émettent en une influence identiques parce qu'elles émettent du méthane, donc ce n'est pas du CO2, mais c'est un gaz à effet de serre, le méthane. Et en fait, les vaches françaises, elles ont une influence sur le réchauffement climatique autant que 15 millions de voitures. Donc toutes les vaches françaises, elles produisent autant de gaz à effet de serre que 15 millions de voitures en France. Voilà, à réfléchir à chaque fois que vous mangez de la viande.
Donc voilà, ici le microbiote a vraiment un rôle très important dans la digestion et notamment dans la digestion des matériels non digestibles directement par l'hôte, en l'occurrence ici les fibres végétales. Et on estime chez les souris que si jamais on leur prive de les microbiotes, c'est des souris axéniques on appelle ça, c'est-à-dire qu'on a utilisé énormément d'antibiotiques qui ont permis d'avoir des souris complètement stériles qui n'ont aucun microbiote et c'est chez ces souris-là, on estime qu'elles doivent manger 20 à 30 fois plus pour avoir le même équilibre alimentaire. C'est-à-dire pour peser le même poids à la fin, elles doivent manger 20 à 30 fois plus. Donc ces 20 à 30 fois plus, c'est la contribution du microbiote à la digestion, ce qui est quand même énorme. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est le coût des mutualismes. C'est-à-dire que quand on a deux espèces qui vont interagir l'une avec l'autre, ce n'est pas toujours gratuit. C'est-à-dire que des fois, elles vont avoir un coût à interagir l'une avec l'autre. C'est le cas notamment au niveau des mycorhizes, où vous avez votre plante, elle, qui va donner aux champignons des matières carbonées, les sucres qu'elle a elle-même produits. Donc ça représente autour de 20% de tout ce que la plante produit en photosynthèse qu'elle donne aux champignons en échange de la matière minérale. Et vous pouvez bien imaginer que la plante, si elle pouvait se permettre de ne pas donner toute cette matière organique aux champignons, elle préférerait investir cette matière organique dans d'autres choses comme sa propre croissance ou sa reproduction. Donc ce qu'il ne faut jamais oublier dans le cas des mutualismes, c'est le coût qui leur est associé. Ensuite, les autres interactions, donc on a vu les interactions mutualistes, il y a aussi les interactions parasitaires. Donc, le cas le plus simple, c'est un parasite, par exemple ce champignon, qui va se développer sur des tomates, sur le plant de tomate. Il va causer des dommages à la plante va moins bien se reproduire parce que ça a endommagé ici ses tissus de la tomate, mais ça ne va pas la tuer. Le cas extrême, c'est le cas des parasitoïdes, où par exemple cette guêpe-là, elle va pondre ses œufs à l'intérieur de la chenille. En général, elle immobilise la chenille en la piquant en plus, mais en la gardant vivante. Et l'œuf de la guêpe, donc la larve de guêpe, va se développer au sein même de la chenille jusqu'à arriver à maturité. Une fois qu'elle est à maturité, hop, elle va tout simplement sortir de la chenille et s'envoler. Mais la conséquence de ça, c'est que ça tue la chenille. Donc les parasitoïdes, c'est des parasites qui, à chaque fois, au cours de leur cycle de développement, vont systématiquement tuer leur hôte, ici la chenille. Et il ne faut pas croire que le parasite, c'est quelque chose d'assez... c'est quelque chose d'assez limite. En fait. Le parasite, en fait, il y a des cas où on a des parasites de parasites, ce qu'on appelle de l'hyperparasitisme. C'est-à-dire, on a un parasite, ici cette guêpe-là, qui va parasiter une espèce qui est elle-même le parasite d'un autre hôte. Donc on a des parasites comme ça, qui forment à peu près les poupées russes du diable, et à plusieurs niveaux comme ça. Et le parasitisme, ce n'est pas quelque chose de limite, c'est quelque chose en fait, qui est extrêmement répandu dans le règne vivant. On estime que c'est 30% des espèces eucaryotes, donc tout ce qui est plantes, animaux, champignons, etc., tout ce qui n'est pas bactérien en quelque sorte, 30% des espèces qui sont des parasites. Donc ça représente à peu près une espèce sur 3 qui est le parasite de quelqu'un d'autre. Ce qui est quand même vraiment une réussite évolutive ici, une réussite écologique. On a d'autres interactions parasitaires qui sont des parasites de la reproduction. C'est le cas notamment de Wolbachia. Wolbachia, c'est une bactérie qui est présente au sein même des cellules de la plupart des arthropodes. Elle a été découverte chez le cloporte. Les arthropodes, c'est les insectes, les araignées, etc. Et Wolbachia est extrêmement présente chez ces individus-là. Et elle est présente donc au sein de leurs cellules. Si jamais Wolbachia veut se transmettre en fait, aux autres arthropodes, la plupart du cas, en fait, c'est transmis de génération en génération. Et en fait, ce parasite qui est transmis de génération en génération, il est transmis notamment grâce à maman cloporte. Maman cloporte, en fait, au sein de ses œufs, quand elle produit des œufs pour produire sa descendance, elle va directement transmettre au sein de ses œufs Wolbachia. Donc Wolbachia, il est très content, il n'a rien à faire, il va directement être transmis à la descendance. Par contre, papa cloporte, ce qu'il fait, il produit uniquement des spermatozoïdes pour féconder les œufs. Mais au sein des spermatozoïdes, en général, c'est des cellules qui sont très petites, il n'a pas la place d'incorporer Wolbachia. Wolbachia n'est pas présent dans les spermatozoïdes. Donc si vous êtes Wolbachia au sein de papa cloporte, vous êtes foutu, il n'aura absolument aucune chance de vous reproduire. Vous êtes sûr que vous n'allez jamais avoir de descendance si vous êtes un mâle cloporte. Ne vous inquiétez pas. Wolbachia en fait, a trouvé une stratégie au cours de l'évolution pour réussir à quand même se transmettre s'il est chez un mâle. Et en fait, pour faire ça, il a juste développé, Wolbachia, la bactérie Wolbachia, a développé des stratégies pour féminiser les mâles. Et en fait, dès qu'il s'aperçoit que le cloporte est un mâle, il arrive à féminiser le mâle et à transformer le mâle en une femelle. Et ça permet donc, de cette sorte, à transmettre au cours des générations cette propre bactérie. Et imaginez un peu le scénario catastrophe, c'est si jamais il y a Wolbachia dans toutes les cellules de tous les cloportes, il n'y a plus aucun mec, il n'y a que des mamans cloportes. Voilà, donc
on a fini pour les natures symbiotiques. Maintenant, on va parler d'intégration symbiotique. Donc, le cas extrême, ce n'est pas d'intégration. C'est-à-dire que les deux organismes qui sont en interaction symbiotique ne sont pas du tout intégrés. C'est-à-dire là, vous avez l'anémone de mer, elle va avoir des contacts très restreints, mais elle ne va pas être en intégration avec le poisson clown. Ok, d'accord. Par contre, vous avez des cas un petit peu plus intégrés, et c'est notamment le cas du lichen. Donc le lichen, vous en avez vu partout, vous en voyez par exemple sur les troncs d'arbres, mais vous avez même des écosystèmes entiers qui sont composés de lichen, comme la toundra que vous trouvez dans les pôles. Et en fait, ce lichen, si je vous demande qu'est-ce que c'est le lichen, enfin, même moi avant, j'aurais dit c'est une plante. En fait, non, le lichen n'est pas une plante. Lorsqu'on regarde au microscope qu'est-ce que le lichen, c'est en fait une symbiose qui est constituée à la fois de champignons, ici en bleu, et d'algues photosynthétiques qui vont donc assurer la photosynthèse. C'est une symbiose entre algues, unicellulaires la plupart du temps, et champignons. Et donc là, on a vraiment un organisme qui est complètement chimérique, qui est constitué de deux organismes qui, à la base, de deux espèces qui n'ont absolument rien à voir, et qui vont former un organisme entier. Et là, vous voyez bien que l'intégration, elle est complète. On est vraiment dans des cas où on a eu intégration des deux. Ouais. Chimère, ça veut dire que ça va être un mélange des deux, en fait. Ça va être un mélange à la fois de lichen et de champignons et d'algues. Donc là, on a une intégration qui est vraiment très forte au niveau de ce système-là. Ensuite, un autre exemple d'intégration très forte, c'est les mitochondries. Donc les mitochondries, vous l'avez peut-être vu en seconde, les mitochondries, c'est les centrales énergétiques des cellules. C'est elles qui permettent, donc c'est l'équivalent des centrales nucléaires au sein d'un pays. Donc au sein de vos cellules, au sein de chacune de vos cellules, vous avez une, voire en général plusieurs mitochondries qui produisent l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Et en fait, ces mitochondries, quand elles ont commencé à être un petit peu plus étudiées, certains chercheurs, dont Lynn Margulis, se sont aperçus en fait qu'elles possédaient en leur sein de l'ADN. Et quand ils ont commencé à séquencer l'ADN, à s'intéresser à cet ADN-là, ils se sont aperçus que cet ADN, en fait, il était très proche de l'ADN de certaines bactéries. Et donc l'hypothèse qui a été faite par cette chercheuse dans les années 60, et elle s'est faite vraiment démonter au départ, personne ne la croyait, c'était que que les mitochondries étaient d'anciennes bactéries qui avaient été ingérées par les premières cellules eucaryotes. Donc les mitochondries, on les retrouve chez les plantes, chez les animaux, chez les champignons, etc. Et en fait, l'ancêtre de tous ces organismes-là ont ingéré en leur sein, on appelle ça une endosymbiose. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a une intégration totale entre l'ancienne bactérie qui est devenue intégrée au sein de toutes les cellules. Et donc, au sein de toutes nos cellules animales, végétales, etc., on a ces anciennes bactéries qui sont présentes et qui sont totalement intégrées de manière totalement naturelle. Donc là, on a vraiment des cas extrêmes d'endosymbiose où même, en fait, on n'a aucun stade où la mitochondrie est isolée. En fait, la mitochondrie va toujours être présente, cette ancienne bactérie va toujours être présente au sein des cellules. Donc on a une intégration ici qui est complète, tout le temps. Et c'est vraiment ici des propriétés émergentes qui sont apparues, c'est-à-dire comme dans le cas du lichen, on avait des propriétés, vous prenez l'algue tout seul, vous prenez le champignon tout seul, ils n'ont rien à voir. Et c'est vraiment l'émergence de propriétés nouvelles qui est permise grâce à l'interaction symbiotique. Et aussi un élément très important dans les symbioses, c'est même si vous n'avez pas forcément une intégration qui est très forte, ça va être les surfaces de contact. Les surfaces de contact, c'est notamment là où vont avoir lieu tous les échanges. Donc, comme souvent en biologie, la surface de contact va être quelque chose de très important. Et juste pour finir avec cette partie sur l'écologie des symbioses, j'aimerais juste parler de pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de ne pas définir les symbioses comme quelque chose de mutualiste. C'est notamment le cas de cet oiseau, en fait. On va prendre cet exemple-là. C'est un oiseau qui vit dans les savanes africaines et qui est associé à la plupart des grands mammifères que vous trouvez là-bas. Ça s'appelle le pique-bœuf. En fait, qu'est-ce que fait le pique-bœuf? C'est un oiseau mutualiste qui va consommer les parasites qui vivent sur les grands mammifères. Donc, vous avez des tigres, vous avez des puces, vous avez n'importe quoi, des mouches. Qu'est-ce que va faire le pique-bœuf? Il va se nourrir de ça de manière totalement naturelle. Donc vraiment, c'est une symbiose sans aucun coût, un mutualisme sans aucun coût, puisque le pique-bœuf va consommer ses parasites, et donc le bœuf, là, il est super content parce qu'il n'a plus de parasites grâce au pique-bœuf. Mais en fait, à partir du moment où l'animal est blessé, l'oiseau, il va arrêter de directement se nourrir des parasites, mais il va faire du prélèvement à la source et il va directement se nourrir auprès de la bête. Donc là, vous voyez bien que les plaies ont très peu de chances de cicatriser à partir du moment où l'oiseau va commencer à se nourrir directement dans la plaie. Et la plupart du cas, par exemple, là, cet animal, il est quasiment sûr de mourir parce que ses plaies ne vont jamais cicatriser. Donc là, vous êtes bien dans le cas où on avait un individu qui était dans une interaction totalement mutualiste et hop, à partir d'un moment, l'animal se blesse, l'hôte se blesse, et là, tout d'un coup, votre oiseau, c'est juste un parasite.
Donc là, on est dans le cas où on a vraiment des concepts et des définitions qui sont très relatives, comme toujours en biologie. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix en fait, de ne pas définir la symbiose de manière artificielle comme quelque chose de mutualisme, parce qu'on a toujours des continuums en biologie entre des interactions mutualistes, parasitaires, et en fait, c'est quelque chose vraiment de continu. On ne peut pas définir comme ça une limite un petit peu abstraite. Et notamment, c'est le cas du commensalisme. Le commensalisme, on considère que c'est des interactions entre différentes espèces qui est positive pour une des espèces. Donc, par exemple, ces plantes-là qui poussent sur des troncs d'autres plantes et qui n'ont pas forcément d'effet sur les autres plantes. Donc ça, c'est une interaction qu'on qualifie de commensalisme. Et après, dans le cas des microbiotes, en fait, c'est très compliqué de savoir est-ce que l'interaction est mutualiste ou parasitaire. Donc pour nous, pour l'hôte, pour la vache, on sait très bien qu'une interaction est bénéfique ou négative. Donc on sait par exemple que les bactéries qui digèrent les fibres végétales chez la vache, elles sont bénéfiques pour la vache. Par contre, est-ce que ces mêmes bactéries qui sont présentes dans la vache et qui se reproduisent en elles-mêmes, en fait, est-ce que c'est vraiment une interaction mutualiste à partir du moment où la vache, en fait, elle se nourrit d'elle? Donc, dans ce cas-là, en fait, l'interaction mutualiste, elle est difficile à définir. Donc, on est dans un cas où on a une relation qui est bénéfique, symbiotique pour la vache, mais pour le cas des bactéries, c'est difficile à trancher. Ok, donc maintenant, parlons un petit peu de nous. Donc, on a vu que notre microbiote, il est indispensable pour notre nutrition. Donc, c'est notamment le cas pour la fermentation de substances non digestibles. C'est aussi notamment le cas de la biosynthèse de vitamines. Donc, grâce à notre microbiote, en fait, on a énormément de vitamines qui sont synthétisées et qui sont indispensables pour notre fonctionnement. Et aussi, on a une assimilation des nutriments qui est facilitée grâce au microbiote. C'est ce qu'on avait vu avec la souris qui était mieux nourrie en présence de son microbiote. Par contre, en fait, la composition du microbiote humain, il est très variable. Il va dépendre de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de l'âge. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Donc, on a tous un microbiote différent et en même temps, ce microbiote, il change au cours de notre vie. Mais quand même, on est capable de définir 3 types de microbiotes chez l'humain. Et ces 3 types de microbiotes, on les appelle les entérotypes. Et ils sont dominés à chaque fois par une grande famille de bactéries différentes. Et on s'est aperçu que ces 3 types de microbiotes, ces 3 entérotypes, ils étaient principalement déterminés par notre alimentation. Donc en fonction de ce que vous mangez, si vous mangez surtout un régime riche en protéines, si vous mangez surtout un régime, si vous avez surtout un régime riche en sucre ou surtout un régime riche en fibres végétales, vous allez avoir 3 types de microbiotes différents. Donc ça montre bien à quel point votre régime alimentaire va avoir une influence énorme sur votre microbiote et sur vos symbiontes, sur vos organismes mutualistes présents en vous. Par contre, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ces microbiotes, c'est un assemblage complexe de mutualistes et de parasites. Donc il y a des bactéries, par exemple, dans notre microbiote, qui sont mutualistes, la majorité, mais il y a aussi des parasites. C'est notamment le cas de Salmonella, donc, qui est responsable de la salmonellose, une des maladies bien connues, notamment chez du sucru, je sais pas, non. Panzani. Regardez les infos ce soir. Et aussi, dans le cas, en fait, donc là, Salmonella, c'est toujours une bactérie qui va être toxique, qui va toujours être pathogène Par contre, en fait, E. coli, c'est une bactérie qui a tendance à être tout le temps mutualiste. C'est-à-dire que vous avez tous. C'est une des bactéries qui fait partie du socle commun. On a tous en général E. coli chez nous. Par contre, des fois, E. coli va acquérir des gènes, ce qu'on appelle les transferts horizontaux de gènes. Elle va acquérir un gène, pour certaines souches d'E. coli, un gène pathogène qui va être responsable de maladies. Et d'un coup, vous allez avoir une intoxication à E. coli. Ça a été le cas notamment avec la crise des concombres espagnols, là, il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ici, on a vraiment des notions assez relatives aussi lorsqu'on parle de microbiote au niveau de l'espèce humaine. Et un des points aussi indispensables à la présence de microbiote, c'est le développement immunitaire. Donc, sans microbiote, en notre sein, on a un développement immunitaire qui est incomplet. Et ce développement immunitaire est toujours permis par la présence, induit par la présence de bactéries à notre plus jeune âge. Donc, on est stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bactéries en notre sein lors de la naissance. Mais par contre, dès le premier instant de vie, on est colonisé par une quantité incroyable de bactéries et en fait, elles participent activement au développement immunitaire de l'hôte, des animaux, dans l'être humain. Et après, au cours de la vie, il y a un dialogue immunitaire constant qui se fait au niveau de la paroi intestinale avec un système à la fois nerveux et un système immunitaire très développé au niveau de l'intestin et qui permet vraiment ce dialogue entre microbiote et l'hôte multicellulaire dans l'humain. Et on s'est aperçu en fait que ce développement immunitaire, il existait aussi chez la plante. C'est-à-dire que la plante qui grandissait dans un milieu sans bactéries, elle avait tendance à avoir un développement immunitaire réduit. Et la question qu'on s'est posée avec ça, c'est pourquoi est-ce que tous ces organismes, eucaryotes, donc animaux ou plantes, ont choisi de faire confiance aux bactéries présentes en leur sein pour
réaliser leur développement immunitaire, plutôt que, comme les bactéries, avoir un développement immunitaire qui est inné. C'est-à-dire que les bactéries, elles conservent de génération en génération un développement immunitaire. Et nous, à l'inverse, tous les organismes multicellulaires, on a tendance à faire confiance aux bactéries présentes pour réaliser le développement immunitaire. Mais en fait, imaginez si jamais les bactéries ne sont plus présentes, notre développement immunitaire est incomplet. En fait, cette question n'a pas vraiment de sens, puisque ces bactéries sont partout. En fait, l'évolution des organismes multicellulaires, plantes et animaux, s'est fait dans un monde microbien. Il faut vraiment voir ça comme ça. Il ne faut pas voir en fait, les microbes comme quelque chose qui compose de temps en temps les organismes multicellulaires. En fait, même si on ne les voit pas, ces microbes, ils sont partout. Et notre évolution, l'évolution des plantes, de tous les animaux, a été réalisée dans un monde microbien. C'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Et ça nous fait la transition avec la deuxième partie. Donc on a vu ici que les interactions étaient toujours omniprésentes, que ce soit dans les microbiotes de tous les animaux, au niveau des plantes, de la grande majorité des plantes, on a des interactions avec des champignons, au niveau des lichens qui constituent 8% de la surface de la Terre, et aussi toutes les maladies, enfin une grande partie des maladies qui sont liées à des agents biologiques. Donc ici maintenant, on va essayer de voir rapidement comment est-ce que ces symbioses évoluent. Donc, on a dit au départ que un des grands postulats de l'évolution, c'était l'évolution darwinienne, qui considérait que le moteur de l'évolution, c'était notamment la sélection naturelle et qui passait cette sélection naturelle par de la compétition. Donc c'était la compétition qui conduisait l'évolution des êtres vivants. Ici, on avait bien vu quand même que dans le cas du mutualisme, c'est compliqué, puisqu'on a des interactions qui ne sont pas du tout dans une logique de compétition, mais plutôt dans une logique d'entraide entre des espèces différentes qui vont s'entraider. Par contre, en fait, un paradoxe au niveau de mutualisme, c'est le cas des coûts. Donc dès qu'il y a un coût qui va être présent au moment de l'interaction, c'est-à-dire par exemple la plante qui, elle, va avoir tendance à moins donner de sucre à son champignon parce qu'elle sera avantagée, ça lui fera elle-même des économies de ne pas donner tous ses sucres à ses champignons, de donner moins. Vous imaginez bien que la plante qui commence à tricher, elle sera avantagée par rapport à ses voisines qui, elles, ne trichent pas et donnent toute la quantité de sucre nécessaire à ces champignons, elle va plus se reproduire, etc. Et on s'attend en fait à ce que ces tricheurs, ils envahissent les populations et ils menacent entièrement les mutualismes. Et c'est notamment le cas extrême des plantes myco-hétérotrophes. Ces plantes myco-hétérotrophes, c'est des plantes qui existent, que vous pouvez trouver dans la forêt, et qui ne sont pas, enfin pour des plantes, il leur manque quelque chose, elles ne sont pas vertes. Si elles ne sont pas vertes, c'est parce qu'elles n'ont pas de chlorophylle, elles ne sont pas capables de faire de la photosynthèse. Donc elles ne sont pas capables de produire elles-mêmes leur propre matière organique. Et en fait, pour se nourrir et récupérer leur matière organique, elles pompent la matière organique directement à leurs champignons. Donc là, ce n'est même plus des mutualistes, c'est vraiment des parasites qui récupèrent à la fois les substances minérales, l'eau et les sels minéraux, et en plus la matière organique. Donc là, on est vraiment dans un cas où, par compétition, on a eu nos tricheurs qui ont complètement envahi le mutualisme et qui ont mis en danger en fait, cette interaction mutualiste. Donc on arrive avec Darwin qui revient directement en force et qui pousse comme ça le mutualisme et qui impose la compétition dans le système. Ne vous inquiétez pas. Si le mutualisme est encore présent, c'est parce qu'il y a des mécanismes en fait, qui permettent de contrer l'effet de la compétition et permettent de stabiliser le mutualisme. Donc en fait, le mutualisme, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas stable et qui a besoin d'être stabilisé par différents mécanismes. Un des mécanismes, c'est notamment le cas de la transmission verticale. Donc, par exemple, le lichen qui va être transmis verticalement donc de génération, un bébé lichen, ça sera un bébé lichen qui sera composé de l'algue et du champignon en même temps. Donc, dans ce cas-là, on a une transmission verticale qui se fait de manière jointe entre les deux espèces qui interagissent ensemble. Et dans ce cas-là, ça n'a plus aucun intérêt de tricher. Vous imaginez bien que si votre propre production et votre propre développement dépend de la reproduction de votre partenaire, vous n'allez pas commencer en fait, à mettre des bâtons dans les roues de votre partenaire. Donc, dans le cas de la transmission verticale, c'est normal en fait qu'il n'y ait pas de tricheurs, que les tricheurs ne soient pas avantagés. Par contre, à partir du moment où les tricheurs sont vraiment avantagés, c'est le cas par exemple des mycorhizes où la plante va plutôt avoir tendance à réduire naturellement la quantité de sucre qu'elle donne à ses champignons. Il y a différents mécanismes en fait qui permettent de défavoriser les tricheurs et de les punir. Une des possibilités, c'est si jamais votre partenaire ne vous plaît pas, vous avez plusieurs partenaires disponibles, vous pouvez choisir le partenaire que vous préférez, qui va être le plus avantageux à vos yeux. Un autre cas, c'est si jamais votre partenaire, là c'est vraiment la catastrophe, il ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites? Vous larguez votre partenaire. Donc vraiment ici, l'idée c'est quand on a le choix, on choisit le partenaire qui nous arrange le plus. Donc en fait, vraiment ce qu'il faut garder ici en tête, c'est que
ces symbioses, mutualistes notamment, elles s'inscrivent totalement dans un contexte d'évolution darwinienne où la coexistence règne, la compétition règne. Et c'est notamment le cas, en fait, il ne faut pas avoir d'idée des mutualismes parfaits, niais. En fait, il ne faut pas avoir de mutualisme niais. C'est-à-dire qu'on voit le poisson clown et l'anémone de mer, la première chose que certains ont fait, c'est « oh !» Et voilà, en fait, non. C'est-à-dire que vraiment, il faut penser à ce contexte de compétition qui va réguler tout le temps l'évolution de ces organismes-là dans un contexte voilà, de compétition, d'évolution darwinienne. Et en fait, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ces interactions se mettent en place? Si en plus ces interactions, bien qu'elles soient mutualistes, c'est toujours dans un contexte de compétition, on peut se demander pourquoi, à quel moment est-ce qu'elles arrivent à se mettre en place. Une des hypothèses, c'est une hypothèse de neutralité qui est avancée. C'est notamment le cas chez ces calamars. C'est des calamars qui vivent à Hawaï et qui sont bioluminescents. Ils produisent de la lumière. Donc ça a plusieurs utilités de produire de la lumière. Et on s'aperçoit en fait que chez ces différentes espèces de calamars, il y en a certains qui sont capables, par eux-mêmes, de produire de la lumière. Ils ont des gènes qui leur permettent de produire de la lumière. Par contre, des espèces très proches de ces calamars, parfois, ne sont plus capables eux-mêmes de produire de la lumière, mais ils sont associés à des bactéries qui elles-mêmes produisent la lumière à leur place. Donc la question qu'on s'est posée, parce qu'il semblerait, quand on regarde phylogénétiquement les différentes espèces de calamars, que c'était un caractère ancestral, c'est-à-dire que leurs ancêtres à tous, ils avaient la capacité à produire de la lumière. Et pourquoi, d'un coup, on est apparu à un cas où il y a de la dépendance qui s'est créée de ce calamar-là avec ces bactéries qui lui permettent de produire de la lumière. Et en fait, l'hypothèse qui est avancée là-dessus, c'est que c'est un phénomène totalement neutre qui a vu le jour ici et qui s'est mis en place pour expliquer comment est-ce que ce calamar a perdu la capacité à faire de la lumière. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes un calamar, vous produisez de la lumière, et vous commencez à interagir avec des bactéries qui produisent de la lumière. Mais ça, complètement par hasard. Là, hop, il y a des bactéries qui arrivent et qui interagissent avec vous et qui produisent de la lumière. Si tout d'un coup, par hasard, donc l'hasard de l'évolution, avec une mutation qui se fait de manière aléatoire, vous perdez la capacité de produire de la lumière, vu que de manière totalement neutre, vous interagissez avec des bactéries qui produisent de la lumière, vous allez vous-même pas voir la différence. Et donc, vous allez finalement continuer à vivre de la même manière, il n'y aura absolument aucune différence, puisque tant que vous interagissez avec ces bactéries-là, vous allez continuer à produire de la lumière. Mais la grosse différence, c'est tant que vous continuez à interagir avec ces bactéries-là. Donc ici, par un mécanisme complètement neutre, qu'on appelle cliquet de Muller, vous avez créé de la dépendance. Et maintenant, la symbiose est apparue. L'interaction mutualiste est même devenue, en quelque sorte, indispensable. Alors qu'avant, vous étiez capable de produire de la lumière tout seul. Et après, comment est-ce que ces symbioses se maintiennent et comment est-ce qu'elles évoluent? Une des hypothèses de Darwin, quand il a fait son voyage autour du monde et qu'il est allé à Madagascar, il a vu en fait ces espèces d'orchidées là, qui ont un tube très long et au fond de ce tube en fait se trouve le nectar. Donc si vous êtes un insecte et que vous pollinisez cette fleur-là, il a fait l'hypothèse que cet insecte devait avoir une trompe très longue pour pouvoir aller récupérer le nectar qui était tout au bout. Sinon, ça n'avait aucun intérêt pour lui de polliniser cette fleur-là puisqu'il n'était pas capable de récupérer le nectar et pas capable de se nourrir. Vous voyez l'idée? Et en effet, cet insecte, il existe bien, mais l'idée derrière, en fait, c'est l'idée de coévolution. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, c'est pas un jour, la plante, elle s'est mise à faire hop, un nectar super long, un tube super long avec lequel elle mettait le nectar. En fait, c'est une évolution graduelle qui s'est faite où petit à petit, on peut imaginer que par chance, la plante a augmenté la longueur de son tube et l'insecte, le papillon, a suivi aussi, par chance, comme ça, a été sélectionné pour aller dans le même sens de l'élongation de sa trompe qui lui permet de récupérer le nectar au fond de la fleur. Ça, c'est de la coévolution. La coévolution, c'est un processus de changement évolutif qui se fait chez les deux espèces de manière réciproque. Okay ? Et dans le cas en fait, des parasites, c'est aussi exactement ce qui se passe. C'est de la coévolution qui se passe dans ce qu'on appelle la course à l'armement et l'hypothèse de la reine rouge. Imaginons la tomate et le champignon. Donc, le champignon a un effet négatif chez la tomate. Imaginez, par chance, mutation, la tomate est capable de s'émanciper de l'effet du champignon, de ne plus être sensible au champignon. Elle acquiert un gène de résistance. Ce gène de résistance va être favorisé, il va être sélectionné, il va se répandre dans la population, et le champignon, lui, il va être foutu, il ne pourra plus coloniser les tomates. Mais si par chance, hop, il y a un gène chez le champignon qui lui permet de nouveau rendre la tomate sensible, il va se propager, etc. Donc on a comme ça des sauts évolutifs qui permettent une course à l'armement et une adaptation réciproque des deux partenaires de plus en plus. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge, la théorie de la reine rouge. Qu'est-ce qu'elle dit en fait? C'est comme Alice et au pays des merveilles, c'est la reine et Alice qui courent très vite et autour d'elle, le monde
n'évolue pas. C'est exactement ça. En fait, on a des taux d'évolution qui sont beaucoup plus accélérés dans les cas des symbioses, puisqu'on a ici des courses à l'armement qui se réalisent. C'est l'hypothèse de la reine rouge qui est aussi vraie dans les cas des mutualismes. On a juste une évolution qui se fait plus rapidement quand on a deux partenaires qui interagissent de manière symbiotique. L'hypothèse inverse, c'est l'hypothèse de la reine noire. L'hypothèse de la reine noire, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas des mitochondries. Les mitochondries, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas des organismes qui sont autonomes. Ils ne sont pas autonomes parce qu'ils ont un chromosome qui est super réduit, qui ne leur permet pas de vivre en autonomie. Et même nous, en fait, on n'est pas capable de vivre en autonomie sans ces mitochondries. On n'est pas capable, nous-mêmes, elles sont partie intégrante de nous, on n'est pas capable de s'en dissocier. Et en fait, l'idée ici derrière, c'est que petit à petit, les deux organismes, en fait, ont créé une dépendance très forte l'un envers l'autre. En général, ils perdent des gènes. Le chromosome bactérien a jeté à la poubelle une quantité incroyable de gènes, a réduit son génome. Et en fait, ici, avec la théorie de la reine noire, on passe d'une interaction qui est parfois facultative à une interaction qui devient obligatoire. Ce qu'on a vu aussi dans les cas écologiques, c'est que les définitions étaient assez labiles et qu'on pouvait avoir, par exemple, un individu, une espèce qui était qualifiée à la fois de mutualiste et à la fois de parasite en fonction du contexte. C'est exactement le même cas aussi au niveau des échelles de temps évolutives, où à des échelles de temps évolutives, on va pouvoir passer à des organismes qui étaient parasitaires, à des organismes qui étaient mutualistes. C'est notamment le cas chez cette drosophile, qui était parasitée, on l'avait vu tout à l'heure, comme la plupart des arthropodes, par des bactéries du genre Wolbachia, qui ont tendance à féminiser les mâles. Par contre, le problème, on l'avait bien dit, c'est à partir du moment où la population est entièrement infestée par Wolbachia, il n'y a que des femelles, la population est plus capable de se reproduire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est des chercheurs américains qui ont regardé dans les années 70 des mouches, et ils ont dit « Oh, il y a Wolbachia, Wolbachia a un effet délétère chez les mouches, etc. Ça réduit leur fitness, leur valeur sélective. » Par contre, quand ils sont revenus 30 ans après et qu'ils ont commencé à regarder les mêmes mouches, ils se sont aperçus que, en effet, Wolbachia s'était fixé dans la population, que toute la population avait Wolbachia, mais que Wolbachia avait arrêté de féminiser les mâles. Parce qu'en effet, si elle continuait à féminiser les mâles, il y aurait un problème quelque part. Donc Wolbachia avait perdu cet effet délétère, et qu'en plus, si par traitement antibiotique auprès des mouches, il supprimait Wolbachia, la drosophile, la mouche, se reproduisait moins bien. Donc là, ça montre bien comment, en 30 ans, sur des échelles de temps évolutives très courtes, on a une bactérie qui était pour le coup totalement parasite, qui est devenue un mutualiste obligatoire. Et le cas inverse est possible. On peut très facilement passer du mutualisme au parasitisme sur des échelles de temps écologiques comme sur des échelles de temps évolutives avec ces plantes qui ont perdu la capacité de la photosynthèse et qui pompent toute leur matière organique auprès de leurs champignons. L'idée, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. La loi de Murphy, c'était un conducteur d'avion dans les années 80 qui a fait ce postulat, qui disait que si quelque chose peut tourner mal, ça tournera mal tout le temps. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là, dans le cas des symbioses. On a la loi de Murphy des symbioses, où là, en fait, il faut voir les symbioses comme un opportunisme. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un cadre de compétition. Le mutualisme, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et en quelque sorte, en fait, il y aura toujours la compétition qui va revenir au grand galop et qui va mettre en danger le mutualisme. Donc si vous n'avez pas des mécanismes aussi qui vous permettent de stabiliser le mutualisme ne survivra pas et sera toujours mis en danger par la compétition et par le parasitisme. Donc il faut vraiment oublier le mutualisme niais et garder cette idée d'opportunisme symbiotique avec tous les exemples qu'on a vus et ceux dont je n'ai pas le temps de parler. L'idée aussi derrière tout ça, c'est qu'en fait, les symbioses permettent de revoir aussi la façon dont on perçoit l'évolution. Donc Darwin, dans son bouquin, en même temps, il a griffonné ça. C'est le premier arbre du vivant. L'idée de Darwin, c'était que les organismes étaient en évolution permanente, qu'ils évoluaient le long du temps, représentés par ces branches ici, et qu'il y avait des moments de spéciation où des lignées commençaient à se séparer et à évoluer de manière indépendante et commençaient à créer deux espèces différentes. Donc là, on a les espèces D, B, C et A. C'est l'évolution dichotomique. Donc on se scinde tout le temps en deux lignées différentes et on a une évolution comme ça graduelle. Sauf que maintenant, par exemple, si on prend l'exemple de la mitochondrie, on a par exemple l'être humain qui a des mitochondries, qui est présent ici, on va dire que c'est l'espèce B, et cette bactérie, tout du moins ancienne bactérie, c'est l'espèce A ici. Et on voit bien
qu'avec un schéma de Darwin, avec la théorie de Darwin comme il avait formulé il y a 150 ans, il y a plus de 150 ans, on n'arrive pas vraiment à expliquer ce scénario d'évolution. C'est une évolution réticulée, c'est une évolution sous forme de réseau. Et en fait, ici, l'évolution dichotomique de Darwin ne va pas assez loin pour expliquer ces phénomènes-là d'évolution. Et ça a été proposé sous la forme de théorie hologénomique de l'évolution. Donc c'est une extension de la théorie de Darwin. C'est toujours un modèle, mais ça permet d'expliquer un peu plus de choses. Et la théorie hologénomique, elle propose la création du concept d'hologénome. Un hologénome, c'est l'organisme multicellulaire, par exemple l'être humain, et l'intégralité de tous ces micro-organismes associés à lui, et donc du génome de tous les organismes associés à lui. Donc ça forme un tout qu'on appelle holobionte, à savoir hôte multicellulaire et toutes les bactéries, tous les micro-organismes associés. Et la théorie hologénomique, elle propose que l'unité de sélection, ça ne soit pas l'organisme isolé, mais l'intégralité de la communauté, organisme, plus tous les micro-organismes associés. Et en fait, il n'y avait même pas besoin de mettre des gros mots là-dessus. Il suffisait juste, en fait, vous-même, lorsque vous allez chez le médecin vous demande combien vous pesez, vous n'avez pas à lui dire « alors, je fais 64 kg, moins mes 2 kg de bactéries, ça fait 62 ». Non, vous dites « je fais 64 kg ». Donc vous-même, vous vous considérez comme un hologénome, comme un holobionte. Vous vous considérez comme une association de votre partie humaine avec votre partie microscopique et toutes vos bactéries qui sont associées à vous. Donc, dernière partie. Désolé de déborder. Non, j'ai le temps, en fait. C'est parfait. Okay. Donc, c'est de voir l'homme dans tout ça, donc de se centrer de nouveau sur nous. Il y a deux parties indépendantes. La première partie, elle n'a qu'une seule slide, l'autre, elle en a un peu plus. Donc, on va parler de course à l'armement. Donc la course à l'armement, on l'avait vu, c'est dans le cas d'interactions parasitaires où on va avoir la théorie de la reine rouge qui fait qu'on va avoir les deux individus qui vont coévoluer ensemble et lutter pour chacun avoir l'armement le plus haut point qui permet de riposter face à l'attaque de l'autre. En fait, un des problèmes du vaccin, donc, je ne dis pas du mal du vaccin, hein, non, attention, hein, je suis filmé en plus. Donc, un des problèmes du vaccin quand même, c'est qu'on a arrêté nous-mêmes cette course à l'armement. Si on prend l'exemple du virus de la grippe, par exemple, vous savez que le virus de la grippe, si vous voulez être immunisé, vous devez chaque année aller refaire un nouveau vaccin. Pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau vaccin? Parce que le virus a évolué. Le virus a évolué et de l'année N à l'année N+1, le virus n'est plus le même, il a changé. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les laboratoires pharmaceutiques? Les laboratoires pharmaceutiques sont plus ou moins capables de prévoir comment est-ce que l'évolution du virus va se faire et ils sont capables de designer des vaccins adaptés à cette évolution du virus. Donc finalement, la course à l'armement ici, elle ne se fait plus entre l'hôte et le parasite, à savoir entre l'homme et le virus de la grippe, mais elle se fait entre le vaccin et le virus de la grippe. Donc ici, il y a quand même un danger dans l'utilisation des vaccins, qui n'est pas lié à l'utilisation des vaccins en eux-mêmes, mais qui est juste au niveau de la population, on abandonne en quelque sorte notre lutte contre les virus. Donc sur des échelles de temps évolutives, ça peut être un problème, puisque imaginez un jour on n'est plus capable d'avoir des vaccins, dans ce cas-là on aura les virus en plein dans la gueule, puisque ce sont eux, ils auront continué d'évoluer, ils auront continué à faire cette course à l'armement, mais nous, on n'aurait plus été capable de le faire. Mais bon, bien entendu, le fait de confier au vaccin cette lutte à l'armement, cette course à l'armement, ça nous permet, nous, à sauver énormément de vies, rien que par rapport au virus de la grippe. Alors aussi, dans le cas, c'est vrai dans le cas des virus de la grippe, pour les virus pour lesquels on a une immunité qui est permise pendant tout le long de la vie, c'est pas forcément vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, pour la grippe, on vaccine seulement les personnes âgées et les jeunes enfants. Du coup, est-ce que la bonne partie de la population qui n'a jamais été vaccinée continue de se battre? Ça dépend des pays, je crois. Enfin, nous, on a tendance plutôt à faire ça. Il y a certains pays, il me semble qu'aux États-Unis, ils ont plutôt tendance à vacciner tout le monde contre la grippe. Enfin, ça ne marche pas parce que les Américains ne sont pas pour, mais la politique est plutôt de vacciner tout le monde. Donc, l'idée, c'est pour éradiquer. Si on voulait vraiment en fait, que les vaccins soient 100% efficaces, il faudrait que tout le monde soit vacciné. Ça permettrait d'éradiquer complètement le virus et permettre ainsi de stopper en fait, la course à l'armement par la suppression du parasite. Ouais. Ouais, alors avec les vaccins, avec tout en fait, parce que c'est le principe même des médicaments en fait. À partir du moment où on soigne, oui, on empêche la sélection naturelle. Donc là, en fait, le vaccin c'est un bon exemple de course à l'armement, mais c'est valable pour la plupart des médicaments qui permettent en fait de sauver. Dès qu'un médicament sauve une vie, il va à l'encontre de la sélection naturelle.
Ouais. C'est bon? Ok, donc le deuxième point. Maintenant, on va parler des perturbations du microbiote. Les perturbations du microbiote humain, c'est ce qu'on appelle des dysbioses. Donc, ces perturbations du microbiote, elles passent notamment par des changements au niveau physiologique et notamment par une inflammation du système digestif. Donc, c'est notamment le cas de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une grosse inflammation du système digestif qui a énormément de conséquences néfastes pour les personnes qui ont une maladie de Crohn, je vous laisse imaginer, et qui se caractérise aussi par une dysbiose, par une perturbation du microbiote. Dysbiose égale perturbation du microbiote. Et on s'est aperçu en fait au cours du temps que, il n'y a pas longtemps en fait, que ces dysbioses étaient aussi liées à énormément de maladies, et notamment les maladies récentes de l'être humain, notamment le cas de l'obésité, où en fait l'obésité, qui est une maladie, est souvent liée à des perturbations du microbiote, voire tout le temps liée à des perturbations du microbiote. Et c'est notamment une expérience qui a été faite assez connue chez la souris, où on a pris des souris qui étaient normales, saines, et on leur a injecté, par transplantation fécale, on leur a injecté le microbiote de souris obèses, et ça les a elles-mêmes rendues obèses. Alors que les souris contrôles, à qui on a injecté un microbiote de souris non obèses, elles sont restées minces, normales. Donc là, ça montre bien ici que parfois, on a le microbiote, une perturbation du microbiote qui peut induire une maladie comme l'obésité. Alors, il faut faire attention parce que toutes les maladies dont je vais parler maintenant, c'est des maladies à déterminisme complexe qui sont en général liées à plusieurs facteurs et ce n'est pas uniquement le microbiote qui va permettre de tout répondre. Mais ici, on voit bien qu'il y a une corrélation forte entre obésité et perturbation du microbiote et dysbiose. Un autre fait marquant au niveau de la France, c'est l'augmentation des allergies pendant ces 40 dernières années. Donc, entre 1970 et 2010, on est passé de 2 à 3% des personnes qui présentaient des allergies à 30% des personnes qui présentaient une allergie. Donc, je ne sais pas, c'est une multiplication par 10, vraiment non négligeable, de la part de personnes allergiques en France. Et c'est notamment le cas aussi des maladies auto-immunes, où les maladies auto-immunes ont grimpé en flèche, et notamment avec le cas du diabète. Et l'hypothèse qui est avancée là-dessus, c'est une perturbation du système immunitaire. C'est-à-dire, dans le cas des allergies ou des maladies auto-immunes, c'est le système immunitaire qui est défaillant et qui reconnaît de manière exagérée en fait, des molécules extérieures, comme par exemple dans le cas des allergies au pollen, aux cacahuètes, etc. Ou alors, dans le cas des maladies auto-immunes, une propre partie du corps. Et il réagit de manière complètement disproportionnée et attaque ce qui ne devrait normalement pas attaquer. Et l'hypothèse qui est avancée là-dessus, donc pareil, c'est des maladies à déterminisme complexe, l'hypothèse qui est avancée là-dessus, c'est que une perturbation du microbiote, une dysbiose, peut être responsable d'un mauvais développement du système immunitaire. Et c'est notamment le cas, on l'avait vu, notamment au niveau du plus jeune âge, lorsque les enfants sont en contact dans certains microbiotes, le microbiote va avoir un rôle très important dans le développement du système immunitaire. Par contre, si jamais vous n'êtes pas mis en contact avec ces bactéries ou alors avec des mauvaises bactéries, dans ce cas-là, ce développement du système immunitaire va mal se faire et ça pourrait expliquer en partie pourquoi est-ce que les allergies et les maladies auto-immunes augmentent comme ça en flèche. Donc peut-être le développement du système immunitaire qui serait altéré par notre changement de vie entre 1970 et 2010. Une autre hypothèse qui est faite, c'est ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et on s'est aperçu, toujours de manière très corrélative, que des perturbations du microbiote pouvaient être influencées par, des perturbations du microbiote pouvaient entraîner des changements en termes d'humeur, des changements en termes de stress, des changements en termes de dépression, ou même provoquer de l'autisme. Par exemple, dans le cas de l'autisme, on s'est aperçu que, en moyenne, on a 15% de la population française qui a un microbiote qui est perturbé, qui a des dysbioses. Dans le cas des autismes, c'est 50% des autistes qui ont un microbiote perturbé, qui ont des dysbioses. Donc l'hypothèse aussi, c'est, attention, déterminisme complexe, mais le microbiote pourrait avoir un grand rôle là-dedans. Et l'hypothèse qui est avancée, c'est que dans le cas d'une perturbation du microbiote, ça passe en général par une inflammation du système digestif. Le système digestif va être inflammé, il va laisser passer
plus de molécules, il va être plus perméable. Et ces molécules, ça peut être des molécules produites dans l'intestin qui sont normalement censées rester dans l'intestin, ou ça peut être des bactéries, des virus qui vont comme ça passer au travers de l'intestin, de la paroi de l'intestin, et se retrouver soit dans le système sanguin, soit directement au niveau du système nerveux qu'on trouve au niveau de la paroi intestinale, et entraîner des perturbations. Alors là encore, je répète, gardez l'image du microbiote comme un stade russe en liesse, et que là encore, c'est extrêmement corrélatif. S'il y a des déterminismes complexes, on est loin de tout comprendre. Ouais. Est-ce que tu avais une perturbation du microbiote? Parce que tu as dit tout à l'heure qu'on avait un socle commun très faible et que chacun, ça évoluait en fonction des personnes et en fonction de l'âge de la vie. Comment on sait qu'est-ce qu'est la norme et pourquoi comment on définit qu'il est perturbé par rapport à une norme? En général, c'est une perte de la diversité. On sait que les microbiotes sains ont tendance à être très riches en termes de composition spécifique, donc avoir en termes d'abondance aussi, en termes de composition spécifique, avoir plein d'espèces différentes. Les microbiotes qui sont en situation de dysbiose, eux, ont tendance à être beaucoup plus pauvres. Et aussi en composition donc taxonomique, quand on regarde les espèces bactériennes présentes, on s'aperçoit que certaines espèces ont disparu et qui ont été remplacées par des espèces qui sont connues pour être néfastes pour l'homme, être des parasites. C'est notamment le cas de Clostridium, qui est un parasite connu et qui a tendance à se retrouver dans ces cas-là de perturbation du microbiote. Et en fait, pourquoi, on peut se demander, quels sont les facteurs qui vont entraîner une perturbation de nos microbiotes? Un des arguments clés, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques, alors il y a deux problèmes des antibiotiques, il y en a un dont je ne vais pas parler, pourtant il est très médiatisé, c'est le cas de l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. En utilisant trop d'antibiotiques, la sélection naturelle va uniquement permettre la survie des bactéries qui sont elles-mêmes résistantes aux antibiotiques, et on se retrouve à avoir des bactéries multirésistantes pour lesquelles aucun antibiotique ne fait d'effet. Je ne vais pas parler de ce problème-là, je vais parler par contre du problème, en fait, lorsqu'on utilise des antibiotiques, en général, surtout quand on utilise un antibiotique à spectre large, on va tuer énormément de bactéries. Et les premières, en fait, quand on prend un comprimé oral pour soigner un rhume, qui en général, la plupart des cas, ces rhumes ne sont pas liés à des infections bactériennes. Antibiotique, c'est un effet uniquement, ça tue les bactéries. Mais la plupart des rhumes sont liés à des virus. Et dans ce cas-là, en fait, l'antibiotique n'aura aucun effet puisqu'il ne va pas avoir d'effet sur les virus. Donc, dans 90%, prendre des antibiotiques pour un rhume, ça ne sert à rien. Et dans le cas restant, en fait, ces antibiotiques, avant d'aller tuer les bactéries qui sont présentes dans votre nez et qui causent votre rhume, elles vont exterminer la plupart des bactéries qui sont présentes dans votre microbiote. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais en général, vous êtes conscient des perturbations intestinales qu'ont les antibiotiques sur votre système digestif. Et en fait, vraiment, ces antibiotiques, à partir du moment où on commence à en prendre, ça fait quoi? Ça fait un siècle que les antibiotiques existent et qu'on commence à les démocratiser en quelque sorte. Et c'est en quelque sorte en fait, une émancipation de nos partenaires. Ces microbiotes, en fait, toutes ces bactéries qui sont présentes en nous, à chaque fois qu'on prend des antibiotiques, paf, on les tue. Donc derrière, après, c'est pas uniquement que les antibiotiques qui sont responsables de ça. Donc pareil, les dysbioses, l'origine des dysbioses, c'est un déterminisme complexe. On imagine que les pesticides aussi peuvent avoir un effet sur les perturbations des microbiotes, la pollution, les aérosols aussi, les aérosols d'intérieur. La pollution intérieure peut être responsable chez les enfants de l'augmentation des allergies. C'est une des hypothèses qui est avancée, toujours de manière très corrélative. Et un des bons exemples pour ça, c'est Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui est présente chez la moitié de la population humaine mondiale. La moitié. Et en fait, elle est présente dans votre estomac. Elle est transmise de génération en génération. Donc, c'est la mère, au moment de la naissance, qui en général, au moment de l'allaitement, va transmettre Helicobacter pylori à sa descendance. Donc, on peut vraiment suivre, voilà, si vous avez Helicobacter pylori chez vous, c'est très probablement qu'elle a été transmise par votre mère, elle-même transmise par votre grand-mère maternelle, etc. Vous pouvez tracer vos ancêtres comme ça. Helicobacter pylori, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez, c'est très certainement parce que vous connaissez quelqu'un qui a des ulcères à l'estomac. Helicobacter pylori est responsable des ulcères à l'estomac. Donc, si on la connaît, Helicobacter pylori, c'est parce que c'est un parasite qui est responsable d'ulcères à l'estomac, et même pire, lorsque vous avez des ulcères à l'estomac répétés, comme ça, les ulcères à l'estomac, c'est des trous dans l'estomac. Et lorsqu'on a des ulcères à l'estomac répétés pendant énormément de périodes de votre vie, ça peut causer des cancers. Et on estime qu'une proportion non négligeable de cancers de l'estomac sont dus à Helicobacter pylori. Donc là, Helicobacter pylori, pendant des années et des années, ça a été considéré comme le parasite absolu. Il fallait absolument se débarrasser de lui. Sauf qu'il y a certains chercheurs qui ont dit oui, mais c'est quand même bizarre. Helicobacter pylori, il est présent dans la moitié de la population humaine, il est transmis de génération en génération. Et l'idée derrière, c'est quand même que
dans ces cas-là, il faudrait investiguer quel est vraiment le rôle de ce micro-organisme, est-ce qu'il n'a pas d'autres fonctions. Et en fait, ils sont aperçus, toujours dans une étude corrélative, mais avec énormément de patients, que la présence d'Helicobacter pylori entraînait une diminution par 2 d'avoir une chance de mourir d'un cancer du poumon. Ça diminue aussi la proportion de personnes avec de l'asthme et qui avaient des accidents cardiovasculaires. Donc, Helicobacter pylori, là, tout d'un coup, ça réapparaissait comme un mutualisme, comme un agent mutualiste exceptionnel qui permettait de diminuer énormément de pathologies. Et l'hypothèse qui est avancée pour ça, en fait, c'est qu'en effet, Helicobacter pylori est un mutualiste et il intervient notamment très fortement au niveau du développement du système immunitaire. Toute votre vie, en fait, et notamment au niveau de votre enfance, la présence d'Helicobacter pylori va permettre de stimuler le système immunitaire et notamment de lui permettre de rester cool. C'est-à-dire qu'il va permettre au système immunitaire de moins réagir de manière disproportionnée face à une perturbation extérieure comme dans les cas d'une allergie ou dans les cas d'une maladie intérieure auto-immune où il s'autodétruit le système immunitaire. Il autodétruit le corps humain. Et l'idée, en fait, c'est plutôt que ce parasitisme qu'on connaît chez Helicobacter pylori est plutôt quelque chose de récent, même s'il a forcément toujours dû exister, il y a sûrement toujours dû avoir des hommes préhistoriques qui avaient des ulcères à l'estomac dus à Helicobacter pylori. Mais en fait, globalement, c'est plutôt un mutualiste. Et si aujourd'hui on a une augmentation des ulcères à l'estomac, ce serait plus dû à notre hygiène de vie qui, par exemple, balance depuis quelques centaines d'années, on balance sur Helicobacter pylori de l'alcool, du café, de la cigarette à chaque fois qu'on fume. Et finalement, toutes ces molécules-là, Helicobacter pylori, il n'est pas normalement censé les recevoir. Ça le mettrait en situation de stress et ça créerait comme ça ce caractère parasitique en favorisant l'apparition d'ulcères à l'estomac. Donc l'idée vraiment ici, c'est qu'on avait des mutualistes et notre hygiène de vie les transforme en parasites. Donc l'idée vraiment, c'est à retenir, c'est trop d'hygiène, tue d'hygiène. C'est-à-dire que certes, ces dernières années, l'utilisation d'antibiotiques, de nouveaux médicaments, etc., a permis de diminuer en flèche les maladies liées à des parasites. Donc l'utilisation d'antibiotiques, ça a permis de faire disparaître certaines maladies dont on mourait avant. C'est le point positif de tous des antibiotiques et tous ces médicaments. Mais à l'inverse, en fait, on tue nos alliés depuis des milliers, des millions, des milliards d'années. Tous ces alliés-là, tous ces microbiotes, en fait, pâtissent énormément de tous nos traitements et de notre nouvelle hygiène de vie. Donc l'idée, en fait, c'est de trouver un compromis qu'on appelle un petit peu saleté propre entre trop d'hygiène et pas assez d'hygiène. C'est notamment le cas, un des exemples, c'est les solutions hydroalcooliques qu'on avait tous là au collège là, parce qu'on avait peur de choper la grippe aviaire ou je sais pas quoi. Et on mettait cette solution hydroalcoolique sur les mains. Et si jamais vous avez expérimenté, si vous étiez un petit peu hypocondriaque et que vous foutiez un petit peu trop de solution hydroalcoolique sur les mains, vous êtes peut-être aperçu que ça crée des rougeurs sur les mains et que ça crée les mains sèches et assez douloureuses. Et en fait, c'était juste parce qu'à force d'utiliser cette solution alcoolique, vous tuez toutes les bactéries pathogènes, mais aussi toutes les bactéries bénéfiques, mutualistes, votre flore cutanée, vous la détruisez, et s'installer par contre un organisme qui lui n'est pas sensible à ça, c'était des levures, des champignons pathogènes qui étaient responsables de ces rougeurs-là. Donc on voit bien en fait que trop d'hygiène tue d'hygiène, et finalement, ok, vous n'avez pas la grippe aviaire, mais vous chopez je ne sais pas quelle connerie en plus qui va se développer sur vos mains, en général des levures. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette saleté propre. Et les microbiotes, de manière générale, il faut les voir non pas comme c'est un équilibre, c'est-à-dire que quand on a un microbiote sain, on a un équilibre, mais c'est un équilibre dynamique, c'est un équilibre en mouvement. C'est un peu comme quand vous êtes en train de faire du vélo, c'est-à-dire vous faites du vélo, vous êtes en équilibre, mais c'est un équilibre qui est en mouvement. Et par contre, vous êtes sensible à n'importe quelle perturbation. Donc, si jamais tout se passe bien, vous êtes sur votre vélo, vous continuez, il n'y a aucun problème, mais vous êtes sensible à la fois aux perturbations internes, vous pouvez vous-même réussir à tomber tout seul, aux perturbations externes. Il y a une voiture qui arrive, qui vous pousse, vous tombez. Et là encore, ces perturbations, vous pouvez très bien avoir un microbiote qui va être résilient, c'est-à-dire vous prenez des antibiotiques, mais vous faites un usage raisonné d'antibiotiques, ça vous permet d'être résilient, d'avoir un microbiote résilient qui va revenir à son état d'équilibre. Donc, vous avez une perturbation extérieure sur votre vélo, mais hop, vous retrouvez l'équilibre et vous pédalez de nouveau droit. Et c'est notamment le cas des antibiotiques. Un traitement raisonné, ça permet des fois en quelques semaines, en quelques mois, voire quelques années de retrouver un microbiote normal. Mais il y a des cas extrêmes où hop, vous tombez et là, vous ne relevez plus jamais, votre microbiote n'atteint de nouveau jamais son état de stabilité. Une des solutions pour ça, pour retrouver un microbiote sain, naturellement, c'est difficile. Quand il a été trop perturbé, le microbiote ne va jamais revenir à son état d'équilibre. On vous a peut-être parlé de probiotiques. Les probiotiques, c'est prendre des cachets qui sont constitués de bactéries et qui permettent de repeupler le microbiote de manière saine. En fait,
il y a une étude qui a été publiée fin août qui démontrait que les probiotiques n'avaient aucune utilité et que ça servait absolument à rien. Donc voilà, ils avaient l'air de dire assez sur deux. C'était 2 études en parallèle qui ont été conduites sur un grand nombre de patients et qui montraient que les probiotiques n'avaient pas d'effet. Par contre, ne vous inquiétez pas, il y a la possibilité de sauver vos microbiotes si un jour vous tombez de vélo, c'est la transplantation fécale. Et la transplantation fécale fonctionne incroyablement bien. Il y a certaines bactéries, Clostridium difficile, qui sont responsables de diarrhée chronique. Et vraiment, ça peut durer pendant des années, c'est la catastrophe pour la personne. Et il n'y avait aucun traitement qui était possible jusqu'à présent parce que c'était des bactéries multirésistantes qui résistaient à tous les antibiotiques possibles et imaginables. Par contre, on s'est aperçu qu'en utilisant la transplantation fécale, on avait 90% de patients malades qui retrouvaient un microbiote sain et dont les symptômes de la maladie disparaissaient. 90%, c'est énorme pour un traitement médicamenteux de retrouver 90% de réussite à la fin. Donc l'espoir, c'est la transplantation fécale. Ok, donc ce qu'on peut retenir de tout ça, on peut retenir quand on étudie un microbiote. Ouais. La transplantation fécale, en fait, tu utilises des excréments d'une autre personne avec un microbiote sain. Alors il y a quand même une étape de traitement des excréments pour ne pas les avoir directement, enfin un peu les désinfecter quand même. Enfin, j'imagine, je ne sais pas exactement comment. Je pense que c'est une bonne idée pour un séminaire l'année prochaine. Donc il y a des étapes de traitement et après tu ingères. En fait, il y a 2 possibilités. C'est par en haut ou par en bas, ça dépend des. Voilà, tout est possible. Et donc j'avoue que c'est assez mystérieux. Je pense qu'il doit y avoir des vidéos YouTube très bien faites pour ça. Et donc, pour conclure là-dessus, on gardera en tête qu'on a vraiment des définitions relatives. C'est le cas d'Helicobacter pylori qui est à la fois mutualiste et parasite en fonction du contexte. La définition est totalement relative dans ce cas-là. Ensuite, comme toujours dans le cas des symbioses, on a un opportunisme latent avec la compétition qui revient toujours au galop. C'est le cas d'Escherichia coli. Si Escherichia coli, c'est plus avantageux pour lui d'être mutualiste, il sera mutualiste. Par contre, s'il a des gènes pathogènes, il deviendra parasite. Et là encore, voilà, dans les 2 cas, c'est un opportunisme latent. Ça dépend du contexte. Il deviendra mutualiste ou parasite. Et vraiment, l'idée que nos microbiotes, c'est un équilibre dynamique, tout le temps en évolution, et que derrière, vous pouvez très facilement tomber du vélo, et c'est notamment le cas de notre hygiène de vie aujourd'hui qui vient perturber nos partenaires multimillénaires. Donc oui, le microbiote, c'est un espoir. On a vu toutes les maladies, ces maladies qui augmentent en flèche, comme les allergies, l'autisme, le diabète, etc., dans les populations des pays développés. Donc il y a un espoir très puissant du microbiote, et ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ce microbiote, c'est de manière très corrélative encore, mais chaque mois, ça répond de nouvelles questions. Le problème encore, c'est l'histoire de microbiote. C'est aussi un espoir qui permet, donc souvenez-vous de ça, du stade russe. On a l'impression que ça va répondre toutes les questions, mais ça reste encore à l'état très corrélatif jusqu'à présent. Et c'est comme un peu l'espoir qui avait suscité le premier séquençage de génome humain. Donc c'était au début des années 2000. Lorsque le premier génome humain a été séquencé, on pensait que ça allait résoudre tous les problèmes, que toutes les maladies, etc., allaient pouvoir être résolues, tous les problèmes de l'humanité allaient pouvoir être résolus grâce au génome humain. Ça a répondu à plein de questions, mais en même temps, ça a posé énormément de questions. C'est exactement pareil avec le microbiote. On s'attend à ce que ça réponde à plein de questions, mais qu'en même temps, énormément de questions soient posées avec cet apport de microbiote. Et l'idée, toujours, conserver le microbiote comme un stade russe pendant la Coupe du Monde. Donc un espèce de gros bordel où il y a beaucoup de corrélations, mais derrière, c'est difficile de faire la part du vrai et du faux. Et notamment, un des premiers cours que j'ai eu en entrant à l'ENS il y a 4 ans, on m'a dit qu'il y avait une corrélation entre obésité et naissance par césarienne. C'est-à-dire que les individus, les hommes qui naissaient par césarienne, avaient tendance en fait à développer avec plus de chances de l'obésité. Et il reliait ça au fait que lorsque vous naissiez par césarienne, vous n'étiez pas directement en contact avec le microbiote de votre mère, le microbiote vaginal de votre mère. Et en fait, c'est vrai. En effet, pendant 2 ans après votre naissance, les individus qui sont nés par césarienne et les individus qui ne sont pas nés par césarienne ont un microbiote différent. Parce que si vous avez été d'abord inséminé par le microbiote de votre mère vaginal, vous allez développer un microbiote bien particulier issu de ce microbiote de votre mère. Alors que si jamais vous naissez par césarienne, vous êtes en contact en fait, avec un microbiote externe, environnemental, et pendant 2 ans encore après votre naissance, on pourra voir les conséquences. Par contre, en fait, le lien entre l'obésité, il est vrai. Il y a en effet une corrélation entre obésité et naissance par césarienne, sauf que ça a été une étude assez sexy, vous imaginez un peu l'histoire et tout, ça a été publié très facilement. Par contre, les chercheurs sont aperçus derrière que
quand on regardait la naissance par césarienne, il y avait aussi une forte corrélation entre avoir une mère obèse et avoir une naissance par césarienne. Parce qu'en général, pour des raisons techniques, lorsque la mère est obèse, la naissance par césarienne est privilégiée. Et par contre, la corrélation, elle est triste, mais elle existe. Entre les parents obèses et les enfants obèses, il y a une corrélation. Donc en fait, il n'y avait aucun impact du microbiote sur être plus obèse ou pas en fonction de si vous êtes né ou pas par césarienne. C'est uniquement une corrélation entre avoir parents obèses et enfants obèses. Donc il y a énormément d'espoir, il ne faut pas le nier, mais derrière il faut faire attention et ça prendra énormément de temps avant que qu'on ait réussi à percer tous les mystères du microbiote. Voilà. Donc là, c'est le nouveau titre que je voulais proposer pour ma présentation. C'est plus on a souvent besoin d'un plus petit que soi, mais si on a toujours besoin ou pas d'un plus petit que soi. Et pour finir, quelques références si jamais vous voulez aller plus loin. Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs pour leur aide et pour leur présence aujourd'hui, et vous pour votre attention, et aussi toutes les images Google pour lesquelles je n'ai malheureusement pas les droits de diffusion. Mais c'est comme ça. Si vous avez des questions. Ultra précis pour la vie, par exemple, d'une année sur l'autre, on arrive à anticiper comment le virus va évoluer. Et comment est-ce que pour les bactéries, on n'arrive même pas à faire des antibiotiques qui ciblent celles qui nous fait un rhume ou un problème et pas toucher du coup celles qui sont dans notre intestin et qui nous sont favorables. Alors, les antibiotiques, ça va être, non, les vaccins, ça va être différent puisque tu vas vraiment entraîner ton système immunitaire à reconnaître le pathogène et à lutter contre lui, alors que dans le cas des antibiotiques, en fait, ça va être une molécule, ça va pas être ton système immunitaire que tu vas entraîner, ça va être une molécule qui va censée détruire la bactérie. Donc, on a moins de précision en termes de molécules. On pourrait faire des molécules spécifiques, ça existe, hein. Il y a des molécules qui sont spécifiques à certaines familles bactériennes, mais voilà, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on ait une molécule différente pour chaque maladie. C'est peut-être possible, mais c'est difficile à trouver, j'imagine. On a plutôt des antibiotiques à large spectre qui vont influencer plutôt une famille ou un ordre bactérien de manière beaucoup plus large. Parce que là, en fait, quand on est à des molécules, on est assez restreint sur leur domaine d'opération. Alors que quand c'est un système immunitaire qu'on peut entraîner avec les vaccins, là, dans ce cas-là, biologiquement, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus large. Ouais. J'ai une question. Pourquoi, par exemple, pour le sida, je ne sais pas si c'est vraiment important, on n'a toujours pas de vaccin, est-ce que ouais. C'est dû au fait qu'on arrive plus ou moins facilement à avoir un vaccin? Alors, je ne suis pas sûr de ma réponse, donc il faudra peut-être couper au montage. Mais l'idée, en fait, c'est que le virus du sida évolue très vite. Donc, si je dis des conneries, il faut m'arrêter. Mais moi, on m'a toujours dit en fait, que le virus du sida évoluait très vite et que donc on n'était pas capable d'avoir un vaccin qui permettait au système immunitaire d'appréhender le virus du sida, puisque en fait, tout ce qu'il pourrait reconnaître dans le virus du sida, c'est-à-dire les antigènes qui sont en surface du virus du sida, ils évoluent tellement vite que même si tu crées un vaccin qui permet de reconnaître un certain antigène et de cibler le virus et d'arrêter le virus, vu qu'il évolue sur l'échelle de quelques mois, années, en fait, au bout d'un mois, un an, tu seras même plus couvert. Et même par le temps de développement du vaccin, donc ça met plusieurs années à développer un vaccin, par ce temps-là, le virus aura tellement évolué que ça ne servira plus à rien. Il y a peut-être d'autres réponses, je ne sais pas si j'ai tout couvert. Ouais. Est-ce que ça pourrait expliquer que justement, comme il y a plus de sélection naturelle à cause des antibiotiques et des vaccins, enfin moins de sélection naturelle, et ben, ils sont un peu plus faibles? Alors, je n'ai pas dit qu'on avait plus de maladies depuis 40 ans. J'ai dit qu'on avait des maladies différentes. Par exemple, grâce aux antibiotiques, on a eu une diminution en flèche, et même grâce à l'hygiène généralisée dans nos sociétés, on a eu une diminution en flèche des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, vraiment, ont été diminuées d'une quantité incroyable, même si elles reviennent un peu au galop avec la résistance aux antibiotiques, mais jusqu'à présent, on a quand même eu une diminution qui a été réalisée grâce à l'apport de la médecine moderne, etc. Par contre, concernant les nouvelles maladies qui apparaissent, donc comme l'obésité, les allergies, le diabète, les maladies auto-immunes, le fait que ce soit la sélection naturelle qui soit relâchée, enfin, les hypothèses qui sont avancées là-dessus, donc c'est vraiment des maladies à déterminisme complexe, c'est plus notre hygiène de vie qui aurait tendance à être responsable de ça. Donc, notamment, là, comme on l'a vu, en perturbant le microbiote et en pouvant
la perturbation du microbiote due à notre hygiène de vie pourrait être une des causes de ces maladies, mais c'est assez large. Et donc oui et non. J'avoue que pour moi, la diminution de la sélection naturelle, enfin de l'impact de la sélection naturelle sur les populations humaines, qui est compensée par la prise de médicaments, par exemple, qui permet de sauver des humains et d'éviter qu'ils soient la proie d'organismes infectieux, est une conséquence, enfin, est reliée à, oui, à cette augmentation des maladies, mais je ne pense pas qu'il y ait de lien direct en fait. Ma réponse n'est pas claire, mais ouais. Merci à vous.